Moi, tu as un... Voilà, donc, rappelle-moi ton prénom. Geneviève. Geneviève. Il y a Geneviève, ensuite tu peux prendre la parole. Il y a Jacques, et puis Anna. Alors moi je veux dire quelque chose de tout à fait marginal par rapport à ce virus, c'est comme je suis germaniste, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre datation du romantisme allemand. Werther, c'est antérieur à la Révolution française, et le premier romantisme aussi. Et alors, ça a été en Angleterre aussi un peu temps, et vous savez qu'en France, c'est plus tardif. Donc, voilà, c'est une petite rectification. Ne nous mettez pas Werther au moment de la Révolution française. C'est pour ça que je dis, corrigez-moi si je dis. Mais l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que cette attitude s'est développée à l'époque romantique. Le romantisme allemand est antérieur à la Révolution française. Mais il s'est développé dans toute l'Europe après la Révolution. J'ai dit 20 minutes de parole et c'est tout. Non, mais Francis, toi, on a entendu discuter. Non, mais ça tourne au monologue, de lecture, ça sert à rien. On parlait à ces Wikipédia, allez bien. Francis, il a fini. C'est pas la Non, peine. moi, on perd du temps. Moi, j'avais des choses à dire. Alors, vas-y, dis. Il n'a rien à dire, Francis, écoute. Non, vous les Quand tu savez pas. parles, je ne te dérange pas. Alors respecte les autres, s'il te plaît. Oh. Alors, C'est un grand complotiste, mais lui s'est fait vacciner 2 fois avec sa femme. Hein. Alors il n'a pas de droit à la maison. il ne faut pas se lâcher, on est là pour discuter, on n'est pas là pour fâcher. Je fais un exposé difficile qui m'a demandé beaucoup de travail, qui est très controversial. Il vient pour raconter encore cette histoire de 137 cosmologie et je ne sais pas tout. Alors on va essayer. Bon. Alors, après, cette petite fâcherie, on va demander à Jacques de... Oui, oui, donc moi je me pose la question, quels sont les critères qui permettent de faire la différence entre les thèses complotistes et les thèses réalistes? C'est très difficile. Disons que il y a même des gens qui sont à la fois réalistes et complotistes. Didier Raoult, qui est un personnage respectable, c'est quelqu'un qui a 3000 publications. Hein. C'est quelqu'un qui a beaucoup étudié, par exemple, les biotopes, dont on parlait tout à l'heure, de la vaccination. Je le cite d'ailleurs dans une de mes publications. C'est un vrai scientifique. Et il est un peu complété sur les bords. Luc Montagnier, prix Nobel, lui aussi, il dit il y a eu, c'est quand même bizarre, etc. C'est très difficile. Alors évidemment, les gens qui ont été choisis par le président inclus dans son conseil, eux, c'est la pensée unique. Et c'est tellement agaçant qu'on a envie... C'est surtout des conflits d'intérêts. Comme vous les prenez tous les uns après les autres, ils émargent tous au laboratoire pharmaceutique. C'est tout. Besoin de discuter. Oui, là je vais en parler tout à l'heure, dans les vaccins obligatoires. Oui, alors moi je trouve que ta question est vraiment très intéressante. C'est très difficile, moi-même je ne peux pas... Enfin, disons que je suis quand même... J'ai une formation très solide, hein, au point de vue, comment dirais-je, scientifique, au point de vue spirituel. J'arrive, mais je ne dis pas que je me trompe pas. Oui, donc ça veut dire que finalement c'est très difficile de dire quand c'est complotiste, sauf quand c'est Oui, vraiment et d'ailleurs, et encore des fois... Et comment est-il que... Il y a des termes qui doivent quand même mettre la puce à l'oreille. Quand vous entendez oligarchie mondiale, nouvel ordre mondial, je sais pas, là vous dites bon. Comment est-ce qu'on pourrait définir le complotisme finalement? Le complotisme, je crois, je vais donner une très bonne définition tout à l'heure. C'est un petit bouquin qui a été étudié par un certain Antoine Laurent, et intitulé La religion du complot, qui dit l'absence de preuve est la preuve ultime qu'on nous cache quelque chose. Il n'y a plus à discuter. C'est pas parce que... Les Chinois ne sont pas coopératifs dans l'étude du virus. Ils n'ont pas voulu donner leurs archives ni rien. C'est pour ça que j'ai cité. C'est-à-dire que c'est la porte ouverte à toutes les spéculations possibles. Donc, c'est grâce au mail de... Oui, c'est
c'est ça. Ils ont découvert, parce qu'il y a des milliers de mètres qui viennent de découvrir là. Ils étaient impliqués quand même avec les Chinois. Vous avez vu ça? Il y en a des mines qui vont ressortir. Celui qui a dit comment faire la Donc il n'a pas dit la vérité, hein? Alors Didier, tu voulais intervenir? Oui. Parce que Excuse-moi là. Pas grave. Là, avant, c'est pas grave. Non, je peux dire un seul mot, parce que je voulais citer un truc, alors voilà. Vas-y. Je lis quelque part. Alors ça, c'est dans la Genèse. L'humanité entière se vit interdire par Dieu de manger la chair d'un animal vivant. C'est ce qu'on appelle les lois de Noé. Et les Juifs reçurent en plus l'interdiction de consommer le sang, ce qu'on appelle les lois mosaïques, qui est d'ailleurs reprise par les... C'est la citation de les Chinois vont à l'encontre totale de ces règles élémentaires qui viennent de la sagesse de l'Égypte ancienne. alors, il y a un fait réel, mais dont on a parlé une fois, et puis après, on n'en a plus entendu parler. C'est que quelques mois avant le début officiel de l'épidémie, je crois en octobre, il y a eu les Jeux mondiaux militaires à Wuhan. Et il y a un certain nombre d'athlètes, dont certains Français, qui sont revenus avec une espèce de légère grippe ou des problèmes qu'on a identifiés. Alors, on n'a pas pu faire de tests à ce moment-là, mais qui pourrait avoir été justement une forme douce. Parce que bon, ceux qui vont aux Jeux Olympiques, c'était quand même plutôt des jeunes, des costauds, etc., qui auraient pu attraper ça, et que donc il y avait déjà dans un stade très antérieur, et je pense que justement ce que cherchent à cacher les Chinois, c'est le fait que probablement ils se doutaient depuis longtemps. Et il y a eu des erreurs dans la transmission hiérarchique et tout ça, et on cherche à étouffer un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, soi-disant, ça venait du marché de Wuhan. Oui, c'est ce qu'on Et il y a eu une émission à la télévision où on a bien vu que il y avait des gens qui témoignaient, des Chinois de Wuhan, etc., qui disaient ça ne vient pas de là. C'est pas là qu'il y a le plus de malades, etc. Si ça vous intéresse, je vais retrouver, je vous recommence un document qui s'appelle Swiss Propaganda Research, l'effet sur le coronavirus. Il conteste totalement le sérieux de l'épidémie, etc., l'opportunité de la vaccination. Tu as des gens, des professeurs de Stanford, etc., qui sont cités. Vous voyez, pour un médecin sérieux qui vous dit une chose, vous aurez un médecin sérieux qui vous dira une chose. En tout cas, pour répondre à la question de monsieur, là, qu'est-ce qui est complotiste et qu'est-ce qui n'est pas, vous lisez le bouquin de De Villiers le jour d'après. Alors là, vous avez toutes les réponses. Et il est documenté et tout ce qu'il avance, il l'a vérifié. Et c'est assez inquiétant. Philippe de Villiers. Député européen. Ex-candidat à la présidence de la République. Futur ministre d'État. Je suis pas absolument certaine que... Lisez. Ça, c'est pas de la littérature scientifique. Ah, c'est pas de la littérature scientifique, mais les documents politiques qui ont été publiés, il les ressort, et il y a quand même des éléments qui sont c'est pas un très scientifique, inquiétants. c'est quelqu'un qui connaît bien les milieux politiques. Absolument. Comment dirais-je, les groupes de pression, parce qu'il a été député au Parlement européen. D'accord. Et il connaît toute la partie, disons, un petit peu complotiste, etc. Et c'est pas un scientifique, bien sûr. Par exemple, un type comme Gust Blasi, qui a été ministre de la Santé, je prends beaucoup plus au sérieux. Oui, c'est vrai. Il a tourné sa veste là, au début, puis après, il s'est Il a été collé dans quand le même, moule. moi je l'ai vu d'une grande honnêteté au moment de... Au début, Quand j'en parle à mon fils, il pas à la fait fin. partie du système. Bon alors, Alain, tu voulais intervenir hein? Oui, je sais plus pourquoi, non, je rigole. Si, je sais pourquoi. Oui, il y a quelque chose qui, parmi les bénéfices collatéraux de cette pandémie, il y a le fait qu'elle nous permet de nous interroger et effectivement de réfléchir, et en particulier, elle popularise
assez largement la notion de biais cognitif. De quoi? De biais cognitif. Parce que là, on a une belle floraison de biais cognitifs dans tous les sens, avec tous les commentaires qu'il y a pu y avoir. Il y en a un qui est très intéressant parce qu'il est vraiment limpide, celui-là. C'est celui qui concernait l'AstraZeneca. Il y a des tas, je connais plusieurs personnes qui se sont méfiées de l'AstraZeneca, des gens pas idiots, qui ne voulaient pas se faire vacciner par l'AstraZeneca. Je vais m'attraper une thrombose. Alors je précise que la thrombose, c'était une dizaine de cas au monde, sur un ensemble qui se compte en millions. Tout le monde se dit, je voudrais pas Le risque d'attraper le virus en ne se faisant pas vacciner par l'AstraZeneca est quelque chose comme 100 ou 1000 fois supérieur au risque de s'attraper la thrombose et de mourir pour la même occasion, si on est une personne âgée à risque. Tout ça. Typiquement un biais cognitif. Pourquoi biais cognitif? Parce que les 10 cas en question, on en a parlé. On en a beaucoup parlé et du coup, on les a hypertrophiés. C'est un peu comme, oui là ça nous ferait changer de sujet, mais tant pis, je vais mettre très brièvement. C'est pas complètement faux ce que disait Mélenchon à propos des cas de faits divers dramatiques qui se trouvent hypertrophiés peu avant les élections. Peut-être d'ailleurs que c'est pour ça que les auteurs de ces méfaits, c'est pas pour tous, les commettent quand ce sont des terroristes notamment. Mais j'ai développé une thèse complotiste, peut-être que ceux qui avaient intérêt à vendre d'autres vaccins, par exemple Moderna ou Pfizer, ont fait ce qu'il fallait. À mon avis, ce vaccin qui est quand même un peu particulier par rapport aux autres, qui est un vaccin, on va dire, traditionnel, puisque c'est un virus atténué. Non, il est à ADN. Donc il est non, pas l'AstraZeneca. Non, c'est Moderna qui est à ADN et le Pfizer. J'ai envie quand même de faire mon explication. Je vais parler de tout ça. On parle plutôt de l'origine, comment dirais-je, parce que moi j'ai des thèses complotistes. La juif, moi ça me rappelle l'attentat de l'Observatoire de Confiance. Et d'ailleurs, même Mélenchon et Le Pen sont solidaires du président de la République. Mais moi j'attendais si tu veux parler de l'AstraZeneca, je vais vous dire aussi. Vous savez, on peut faire de la science-fiction quand on parle de l'alimentation. Le problème, c'est qu'il faut des preuves. Mon idée, c'est quoi? C'est que pendant des mois, on s'est méfié du vaccin Pfizer, parce qu'on s'est dit ARN, on ne sait pas ce que c'est nouveau, etc. Il a été développé un peu vite. Moi-même, je me disais, je vais attendre que Sanofi Pasteur sorte un bon vaccin traditionnel. Moi, tous les ans, je fais vacciner contre la grippe saisonnière. Sur chaque papier, vous êtes parfois vous pouvez vacciner, c'est gratuit. Donc, alors je vais attendre. Et puis, alors, comme beaucoup de gens étaient réticents, on a peut-être sorti. Et comme AstraZeneca a tardé à envoyer ses vaccins, on s'est dit, on va dire qu'il est dangereux, donc c'est tout le monde se va surveiller sur Pfizer. Alors ça, c'est une idée complotiste. Oui, mais à mon avis, il n'y avait même pas besoin de complotisme. Ce que je crois, je pense, c'est qu'il n'y avait même pas besoin de complot, là, je veux dire même ni de complot, de complotisme, quand j'ai entendu un certain nombre de journalistes, dont c'est le boulot, pas nécessairement des journalistes scientifiques, mais au moins ils se renseignent, quoi. Moi-même, je suis au courant. Je sais quel est le nombre de thromboses mortelles qu'il y a eu. Je sais quel est le nombre de victimes mortelles du virus. Je fais le ratio entre les deux, je vois ce qui se passe. Bon, c'est aussi bête que ça. Donc, et ils continuent à propager l'idée que c'était dangereux, l'AstraZeneca, qu'on n'était pas sûr, que tout ça. J'ai entendu ça longtemps. À mon avis, on était en plein dans un biais cognitif dû au fait qu'on n'a pas allé plus loin que quelque chose qu'on a répété, jusqu'à ce que ça devienne une vérité, que c'est important et que c'est... Voilà, ça mais plus le comme ça. complotiste dirait que si on nous a rebattu les oreilles avec ça, si on a finalement confié la chose, c'est qu'il y avait derrière un intérêt. Oui, ou l'inverse. N'oublions pas que dans ce cas-là, on est en plein dans Karl Popper. Je veux dire que ce soit vrai ou faux, ça marche quand même. On peut dire que c'est Pfizer Je voulais dire autre chose. qui a dénigré AstraZeneca. Moi, je crois que c'est plutôt le gouvernement qui a profité de ce qu'AstraZeneca a dénigré par ses postes pour amplifier ses calculs. À mon avis, au risque d'avoir l'air pseudo-complotiste, c'est un peu le même biais dans lequel ils sont tombés. Ils ont fait... Je voudrais terminer autre chose. C'est un deuxième point qui me paraît intéressant pour lancer ici la discussion, parce que c'est vrai que c'est intéressant. Ce que disait Jacques me fait bien réagir là-dessus, c'est vrai. Je me suis demandé d'ailleurs à propos,
Et moi, je me suis demandé ça comme ça, à savoir, et moi, y a-t-il des théories qui pourraient être considérées comme complotistes auxquelles je crois? Vous pouvez chacun vous faire votre examen de conscience comme ça. Personnellement, j'en ai trouvé 3. Je vous les donne tout de suite. Je crois que Kennedy a été victime d'un complot et non pas d'un tireur isolé. Je crois que Robert Boulin ne s'est pas suicidé. Et je crois que Jésus-Christ n'a pas existé. Là, je suis peut-être moins majoritaire. Mais je pense qu'il n'a pas existé. J'ai bien fait d'en parler. Et Didier voulait intervenir justement sur AstraZeneca. Oui, alors c'était sur les vaccins en général. Non, mais attends, laisse-moi présenter le vaccin. Pour l'instant, Non, mais je c'est vais parler de l'origine de la alors, on avance, on parle des vaccins maintenant. Je crois, non, j'en ai pour une quinzaine de minutes. Je crois que les vaccins, ça intéresse plus de monde. Troisième et dernière partie, la problématique vaccinale. D'abord, un survol de l'histoire de la vaccination. Il faut savoir que la vaccination est née un siècle avant Pasteur, d'un médecin anglais qui s'appelait Jenner, qui s'est aperçu que les fermières qui traillaient les vaches qui avaient la vaccine, une maladie dans les vaches, étaient immunisées contre la variole. Alors il a essayé sur le fils de son jardinier, ça se réfléchit comme ça. Et alors il a eu la variole, il a vu qu'il était protégé, ça a été le début de la vaccination. Le mot vaccination, d'ailleurs, vient de cette maladie de la vache qui est la vaccination. La maladie de la vache, qui s'appelle la vaccination. Et le virus est un cousin de la variole. Mais il est anodin chez l'homme. Mais quand c'est un cousin de la variole, inoculé à l'homme, il immunise contre la variole. Alors ensuite, il y a Pasteur qui a découvert la vaccination d'abord sur le charbon, les Anglais appellent ça anthrax chez les animaux, puis sur la rage. C'est l'histoire du petit magistère, il a passé beaucoup de temps en disant ce que ça va passer, etc.